Bonjour à toutes et à tous, ça me fait très plaisir de vous retrouver pour cette vidéo. Alors, comme vous l'avez vu, vendredi dernier, j'ai fait un live spécial Roland Emmerich, le cinéma catastrophe de Roland Emmerich, c'est-à-dire les deux Independence Day, Godzilla, Midway, 2012, le jour d'après. Et on s'est largement exprimé avec mes collègues et amis youtubeurs. On s'est largement exprimé sur les films, on est revenu vraiment on a développé. Donc, dans cette vidéo, je vais survoler, ce sera une critique résumée. Pour ceux qui n'ont pas encore eu le temps de regarder le live, vous pouvez tout simplement regarder cette vidéo. C'est à peu près ce que j'ai dit dans le live, mais en condensé. Et pour ceux qui veulent avoir plus d'infos, se reporter au live où on a parlé pendant au moins 2 heures, voire plus, de tous ces films. Alors, Roland Emmerich, moi c'est un réalisateur que j'adore parce que j'aime le cinéma catastrophe de Roland Emmerich, c'est ce que je préfère, le cinéma catastrophe. Et alors, en plus de science-fiction des années 90, j'adore vraiment. Independence Day, c'est un film de mon enfance qui m'a bercé. J'aime tout ce qui est relent patriotique dans les discours de Bill Pullman. C'est vraiment un film que je connais par cœur. Je sais que certains détestent. Bon, je peux rien faire pour eux, tant pis pour eux. Bon, s'il y a des gens qui détestent, ils détestent. Je suis pas là pour convaincre ceux qui détestent. Je suis là pour vous dire à quel point j'aime ces films. Et donc, ce Independence Day 2, Independence Day Résurgence, je suis allé le voir au cinéma en 2016. Je me souviens encore le moment où j'étais dans la salle de cinéma. Et j'avais passé un excellent moment. Et c'est un film qui s'est fait déglinguer par les critiques. Rotten Tomatoes, Allociné, et je vous parle même pas sur les réseaux sociaux, c'est une boucherie. Je ne comprends toujours pas, après avoir vu le film, que j'ai vu plusieurs fois, au moins 4 ou 5 fois, certes, je l'ai vu quand même beaucoup moins que le film original, que là je compte plus, hein, c'est au-delà de 20, c'est-à-dire à peu près chaque année depuis que je suis gosse, mais je ne comprends vraiment pas pourquoi ce Independence Day 2 s'est fait saccager. Alors, bien évidemment, le discours patriotique aujourd'hui, ça passe beaucoup moins que dans les années 90, mais bon, moi j'aime ça, les discours patriotiques à l'américaine. Sauveur du monde, c'est ce que je préfère le plus dans Armageddon et dans tous les autres films de ce genre. Et de ce point de vue-là, ce nouveau Independence Day n'est pas en reste. Mais c'est avant tout un casting 4 étoiles avec des effets spéciaux qui sont ultra soignés. Vraiment, c'est le retour de Jeff Goldblum, Bill Pullman et de tous les autres. Alors on va faire un petit point sur le casting, le synopsis. C'est une critique, allez on va dire 100% spoilers parce que je pense que tout le monde a vu ce film-là. Si vous ne l'avez pas vu, quittez la vidéo. Et je vous parlerai aussi du budget et éventuellement de la suite. Alors, le synopsis, ça se passe 20 ans après. D'ailleurs, énormément d'allusions sont faites au film précédent, des 20 ans avant. Il y a une très grande cohérence avec le film Independence Day de 1996. Donc, 20 ans après, le monde s'est adapté grâce aux technologies aliens, ils ont évolué, le monde est en paix, il n'y a pas eu de guerre, aucune guerre entre les peuples humains, notamment parce que le président Whitmore, joué par Bill Pullman, avait réussi à unifier tout le monde dans son discours ultra patriotique, que je m'amuse très souvent à republier sur les réseaux sociaux, parce que c'est le discours par excellence de résistance. Nous n'entrerons pas dans la nuit sans combattre. Nous voulons vivre, nous voulons survivre. Aujourd'hui, nous fêtons notre indépendance. Hein, c'est discours contre la tyrannie, contre l'oppression, pour la liberté. C'est exceptionnel. Moi, j'adore. Hein, c'est vraiment exceptionnel. Ça me met des frissons à chaque fois. De toute façon, j'ai la chair de poule quand je regarde ce genre de film, tellement je me régale. Ça me fait briller les yeux et le cœur. Donc, ici, 20 ans après, l'humanité s'est adaptée. Tout le monde est en paix, il y a quand même des aliens qui étaient toujours vivants du premier qui sont enfermés dans la zone 51. Ils ont développé beaucoup de technologies, ils ont une base spatiale sur la Lune, bref. Tout va bien dans le meilleur des mondes, l'unité. La fille donc de Bill Pullman qui était enfant dans le premier film, Patricia Whitmore, est devenue la conseillère de la nouvelle présidente jouée par Cella Ward, mais je vais y revenir sur le casting parce qu'il est grandiose le casting. Elle est devenue la conseillère de la présidente, mais c'est aussi une chasseuse aérienne, c'est aussi une pilote très douée. Elle est en couple avec un nouveau personnage joué par Liam Hemsworth et elle est amie avec Dylan Hiller, fils de Steven Hiller, qui était joué par Will Smith, qui ici ne revient pas, puisque, pour la petite anecdote, il y avait 2 scénars qui étaient dispo, soit avec le retour de Will Smith, soit sans le retour de Will Smith. Ils avaient attendu, finalement Will Smith s'est dirigé vers le Suicide Squad de David Ayer, et ils ont privilégié le 2e scénario, où le personnage de Will Smith est mort, et c'est son fils qui prend sa succession, c'est son fils qui prend la suite, Dylan.
le petit Dylan qu'on voyait dans le premier film, enfant. Là, c'est un adulte. Il est joué par Jesse Usher, qui joue actuellement dans The Boys. Je vais revenir sur le casting. Il ne faut pas que j'en parle maintenant, parce que sinon je vais m'éparpiller. Voilà pour ce qui est à peu près des anciens acteurs qui ont, on va dire, des anciens personnages. Et puis, bien évidemment, Jeff Goldblum, David Levinson, qui est, comme à son habitude, impérial. Jeff Goldblum, c'est toujours un plaisir de le voir jouer. Acteur à l'immense talent, c'est même pas la peine de le dire, c'est un talent tellement immense. Donc Jeff Goldblum, qui ici est devenu un personnage extrêmement important, hein, puisque la Terre, c'est en grande partie grâce à lui qu'ils ont pu sauver la planète dans le premier film. C'est le chef des opérations scientifiques. C'est en même temps un baroudeur qui va toujours sur le terrain pour enquêter. Il va tomber sur une ancienne collègue et en même temps avec qui il a eu une aventure jouée par Charlotte Gainsbourg. Et on a toujours le père, Julius Levinson, joué par l'excellent Jude Hirsch, qui est là dans les parages, qui lui a écrit un livre sur tout ce qui s'est passé durant le premier film. Bref, tout ça, tout va bien. Et puis, on a Bill Pullman, Tom Whitmore, le président, qui maintenant est à la retraite, qui lui commence à avoir des crises, on va dire, de démence. Mais en fait, ces crises de démence, c'est relié à l'arrivée imminente d'une nouvelle vague, d'un nouveau vaisseau qui fait 5000 km de diamètre, un nouveau vaisseau extraterrestre avec une reine mère à l'intérieur, qui eux ont entendu le signal de détresse des aliens qui se sont fait déboîter pendant le premier film, et ils se sont dit, on va arriver à la rescousse, cette fois-ci on va en finir avec la Terre, on va extraire le noyau de la planète, parce que c'est comme ça que les aliens se nourrissent et évoluent au niveau de leur technologie, et qu'ils ont déjà fait sur d'autres planètes. On va extraire le cœur, et on va faire péter la planète Terre. Mais ce qu'ils n'avaient pas compris, les aliens, ce sur quoi ils n'avaient pas compté, c'est qu'il y a une autre espèce alien, notamment une sphère blanche, qui, plutôt elle, la dernière de son espèce, est venue avertir les humains et est venue leur donner des technologies pour se défendre. Et cette sphère blanche est donc alliée, c'est de l'intelligence artificielle. On apprend que c'est une ancienne civilisation qui était à peu près comme les humains, il y avait des corps biologiques, c'était des êtres humains qui ont décidé d'abandonner leur apparence pour se consacrer uniquement à l'intelligence artificielle, et ils sont devenus virtuels, sont devenus une intelligence artificielle autonome, virtuelle, et ils vont de monde en monde, et ils se sont établis sur une planète où, après avoir vaincu les aliens, mais malheureusement avoir perdu l'immense majorité, voire la quasi-totalité de leur espèce, à l'exception de cette petite boule alien, enfin extraterrestre, elle s'est mise sur une planète et elle enseigne à différentes espèces dans l'univers tout entier à résister à ces aliens, et elle va leur donner la technologie nécessaire pour se défendre, les informations nécessaires. Alors bien évidemment, il va y avoir de la destruction massive dans un premier temps, avec tout le monde qui va mourir sur quasiment, allez, on va pas dire tout le monde, mais une immense quantité de pays qui vont se faire désintégrer, qui vont se faire happer, exploser, tout ce que vous voulez. Bon, c'est du Roland Emmerich, comme on aime. La présidente et tous ses successeurs qui vont se faire déboîter à Cheyenne Mountain, ils vont se faire tuer par les aliens. Et ce sera William Fichtner, qui est général à la défense. William Fichtner, je vais y revenir dans quelques instants, qui va prendre le relais, qui signera sur la Bible, comme le font les Américains, pour prendre le relais à la présidence. Ils trouveront la solution, et fin du film, et c'est là ce qui était prévu pour une Indépendance Day 3, cette sphère donc alliée extraterrestre qui leur dit, maintenant il faut passer à la guerre interstellaire, on a besoin de vous les humains, vous êtes la seule espèce qui réussit à vaincre une reine mère alien, et vous êtes un exemple pour nous, maintenant on a besoin de vous pour aller à travers les différentes galaxies, dans l'univers, voilà, dans le cosmos, l'interstellaire, le voyage interstellaire, pour enseigner aux différentes espèces comment vaincre les aliens, et c'est ce que devait être l'objet du troisième film, le voyage à travers tout l'univers vers d'autres planètes. Et comme moi, c'est ce que je préfère le plus dans le cinéma de science-fiction, c'est pour ça que ça me hypait vraiment. Malheureusement, le film n'a pas vraiment marché pour un budget de 165 millions de dollars hors promo, donc il faut compter beaucoup plus. Il n'a fait que 389 millions au box-office mondial, là où le premier avait fait beaucoup plus. Et donc, pour environ 200 millions de dollars, une recette de 400 millions de dollars, c'est pas suffisant. Et quand on dit 200 millions de dollars, voilà, 165 plus le budget, ça dépasse largement les 200 millions, il faut compter même 250 au minimum. Le chiffre d'affaires n'a pas été assez grand pour pouvoir faire la suite qui était déjà prévue et qui était déjà en partie écrite.
Petit point donc sur le casting, comme je vous disais, le retour des grands, Jeff Goldblum, Bill Pullman et tous les autres. On a William Fichtner qui vient ici donc pour faire le nouveau successeur à la présidente, joué par Cella Ward. Cella Ward qu'on a vu dans Le Jour d'après, toujours de Roland Emmerich, qui était sorti en 2004. Je vous en parle dans le spoiler. Mais il y aura aussi une petite vidéo sur Le Jour d'après. Cella Ward donc qui est excellente dans le film. William Fichtner qu'on avait vu dans Armageddon, mais aussi dans Prison Break et beaucoup d'autres films. Maika Monroe qui fait ici la fille donc de Tom Whitmore, Patricia Whitmore, Maika Monroe qu'on avait vu précédemment dans le film d'horreur psychologique It Follows, Liam Hemsworth, donc le petit frère de Chris Hemsworth, Expendables, Hunger Games et tous les autres. Et enfin, on a toute une galerie d'enfants qui sont à l'époque enfants, on est en 2016, il y a 6 ans en arrière, qui maintenant ont bien grandi et ont eu beaucoup de films à leur actif, dont Joey King, qu'on a vu dans pas mal de films, donc The Princess, je sais plus le film sur Netflix, le film romantique, mais Joey King, elle a eu pas mal de films. Et la toute petite, mais alors c'est vraiment une apparition, elle n'a pas énormément de dialogue, mais la toute petite McKenna Grace qui, l'année suivante, en 2017, jouera dans le chef-d'œuvre Marie de Mark Webb, dont je vous ai parlé sur la chaîne la semaine dernière. Voilà pour à peu près le casting. On a Angela Baby, l'actrice asiatique, qui joue, qui fait une nouvelle pilote. On a une apparition de Chin Han, que vous avez vu récemment dans Mortal Kombat, qui faisait le rôle de Shang Tsung, qu'on avait déjà vu dans The Dark Knight, et il me semble qu'on l'avait vu dans Battleship de Peter Berg avec Taylor Kitsch, autre film d'invasion alien. Bref, on a un gros casting, gros effets spéciaux irréprochables, ça pète de partout, sans temps mort, vraiment, c'est une action du début à la fin. Un film un petit peu plus court que l'original, puisque celui-ci fait 1h59, l'original était plus long, il devait avoir au moins 20 minutes de plus. Mais c'est vraiment voilà, un film sans aucune longueur, qui n'est pas bâclé, mais qui mérite bien évidemment une suite, parce qu'on sent que c'est la première partie d'un film en 2 parties. Clairement, c'est un film en 2 parties qui est coupé au milieu, et dont on sent que la partie suivante se doit de boucler la trilogie, ce qui était prévu. Et Roland Emmerich, encore il y a quelques mois, l'année dernière, puisque maintenant la 20th Century Fox, qui avait produit le film, appartient à Disney. Entre-temps, en 6 ans, entre 2016 et 2022, la 20th Century Fox n'existe plus, c'est Disney. Eh bien, Roland Emmerich espère pouvoir donner une suite et une fin à cette trilogie, soit sous forme de film qui éventuellement sortirait sur la plateforme Disney+, c'est ce qu'il dit. Moi, je pense qu'il faudrait le sortir au cinéma, parce qu'un film comme ça, sur Disney+, ça rendrait pas, on va dire, justice aux effets spéciaux. Ou bien, il espère faire une série qui poursuivrait le 2e film et qui serait, pour le coup, consacrée au voyage interstellaire. À noter Brent Spiner, qui fait le docteur un peu fou de la zone 51. Et Brent Spiner, je m'en suis aperçu, mais en fait c'est Data dans les Star Trek, dans les nouvelles séries Star Trek. Alors pas les séries actuelles, mais les anciennes, là où il y avait Patrick Stewart. Et j'avais jamais fait le lien, mais en fait, voilà, c'est Data. Ici, Brent Spiner, il est encore une fois délirant comme d'habitude, comme c'était le cas excentrique dans le premier film. Et il a un rôle qui est vraiment assez savoureux, entre humour et punchline qui envoie du très lourd. Certains diront que ce film est nanardesque. Non, personnellement, je ne trouve absolument pas. Par contre, le côté gros blockbuster, où on réfléchit un peu moins, mais où on se concentre sur l'action et le patriotisme, ça c'est totalement assumé, et tant mieux, parce que c'est ce que je préfère de plus dans les films catastrophes à l'américaine. Un film dont le scénario est signé par Dean Devlin, l'excellent scénariste de Stargate, La Porte des Étoiles, de Roland Emmerich toujours, mais aussi du premier Independence Day, de Godzilla et de beaucoup d'autres films, qui a réalisé assez récemment, ou plutôt en 2016 aussi, Geostorm avec Gerard Butler, autre film catastrophe que j'avais beaucoup aimé et qui s'était fait aussi lyncher au box-office et par les critiques. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Independence Day 2, Independence Day Résurgence. J'espère vraiment qu'on verra le 3. Et puis bon, les critiques qui disent que c'est du blockbuster patriotique et cervelé, bon voilà, moi j'écoute pas, ça n'a aucune légitimité pour moi de ce genre de critique, tout simplement parce que c'est assumé dans le film, et si on n'aime pas, on regarde pas, mais on n'en dégoûte pas les autres. Ceci dit, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé ou pas aimé dans le film. Peut-être qu'il y a des choses qui, moi, ne m'ont pas dérangé et qui vous ont dérangé. Mais bon, voilà, si c'est pour dire le côté, ouais, les Américains, ceci, cela, bon, c'est pas la peine. On le sait très bien. De toute façon, quand on regarde ce film, on regarde un film pour, justement, les Américains, le monde, sauveur du monde. Sinon, on regarde pas ce genre de film, tout simplement.
mais en même temps, c'est énormément de blockbusters américains comme ça. Et c'est pour ça que les blockbusters des années 90, pour moi, étaient les meilleurs, parce que aujourd'hui, on ne retrouve plus ça. C'est un monde qui a changé en 20 ans, et oui, ce Indépendance des Résurgences a quelque chose de blockbuster des années 90, avec, on va dire, une enveloppe visuellement des années 2020, des années 2010-2020, mais ça fait très années 90 dans le fond, et c'est ce que je préfère. Voilà ce que je voulais vous dire, merci à tous, et on se retrouve très vite pour d'autres critiques de films de Roland Emmerich, et sinon vous avez le live où vous pouvez regarder absolument tous les films de films catastrophes de Roland Emmerich qu'on a vraiment analysé dans les moindres détails, sous les moindres coutures. Merci à toutes et à tous, portez-vous bien, et ciao tout le monde.